d'être venus si nombreux à cette nouvelle convention. Merci également à tous les intervenants pour leurs réflexions très intéressantes, leurs contributions au débat sur ce thème majeur qu'est la santé. Thème majeur, en effet, puisque la santé est une des rares problématiques qui nous concerne tous, sans exception. Cela dit, si nous sommes tous concernés, nous ne sommes malheureusement pas tous égaux face à la maladie et à sa prise en charge. Les inégalités de santé s'accroissent année après année entre les hommes et les femmes, entre les jeunes et les moins jeunes, entre les Français les plus favorisés et nos concitoyens en situation de précarité, entre les citadins et les ruraux. L'hôpital public est au bord de la faillite. La dette des hôpitaux a triplé en 10 ans, souvent par le biais d'emprunts toxiques. Les soignants sont soumis à des conditions de travail déplorables et plus d'un mois ne se passe sans qu'un journal local rapporte le suicide d'un soignant hospitalier. L'hôpital qui voit peser de surcroît sur lui le poids d'une immigration de plus en plus lourde à assumer. Ne parlons pas des urgences, encombrées de patients mal orientés qui ne nécessitent pas une prise en charge hospitalière et où, dans plus de la moitié des cas, l'attente est supérieure à 2 heures. N'oublions pas qu'il y a un peu plus d'un mois, Marisol Touraine annonçait un plan d'économie de 1,5 milliard d'euros sur les hôpitaux. Autant dire que le ministère achève le malade. La médecine de ville, quant à elle, attire de moins en moins les jeunes médecins en raison de charges financières et administratives croissantes et d'une augmentation du coût de la vie plus rapide que celle des tarifs conventionnels. Les décisions arbitraires du ministère, imposées sans concertation avec les acteurs de terrain, finissent par exaspérer des professionnels qui ont l'impression qu'on essaie tout bonnement de les court-circuiter. Côté patient, l'accès aux soins s'est détérioré depuis la crise de 2008 et les inégalités de santé ne cessent de se creuser. Les Français les plus défavorisés subissent une double peine sanitaire. Non seulement ils vivent moins longtemps que nos compatriotes les plus favorisés, mais ils vieillissent également en plus mauvaise santé. Alors qu'un cadre peut espérer passer 9 ans de sa retraite en bonne santé, un ouvrier n'atteindra en moyenne pas la retraite sans trouble de santé. À tous les niveaux, les conséquences néfastes de décennies de politiques de santé court-termistes et sans vision stratégique se font sentir au détriment des patients et des professionnels de santé. UMP, PS, même bilan au final. Mais qui en doutait? Et ce que certains envisagent pour l'avenir me laisse squat. Autant vous dire qu'à lire le projet de M. Fillon, j'en ai la nausée, et j'espère que celle-ci passera vite, parce qu'il semble que les troubles digestifs fassent partie du petit risque que l'assurance maladie ne devrait pas avoir à prendre en charge, selon Dominique Sopra-Lyonnais, Oui, vous avez bien entendu, le point principal du projet de François Fillon pour la santé est de cantonner l'assurance maladie aux pathologies graves ou de longue durée, le reste devant être délégué aux assurances complémentaires. Le docteur Fillon nous prescrit donc un modèle ultralibéral à l'américaine, où les riches auront les moyens de se soigner correctement, où les pauvres bénéficieront de soins de piètre qualité en dernier recours, et où les familles et les classes moyennes seront une fois de plus les grandes sacrifiées. Toujours plus loin dans l'indécence, l'équipe Fillon préconise également de sortir la grippe, l'optique, le dentaire et les prothèses auditives du panier de soins pris en charge par la sécurité sociale. Or, ce sont justement ces domaines qui représentent l'essentiel des renoncements aux soins, qui, je le rappelle, touchent plus d'un Français sur 4. Cette désétatisation, comme il le dit lui-même, n'est rien d'autre qu'une privatisation. Elle entraînera, pour une famille avec 2 enfants, un surcoût de plus de 100 € par mois, selon la mutualité française. Pour un homme qui parle de la famille dans ses discours de campagne, il reste quand même de très sérieux efforts à faire. Notamment à l'heure où le taux de pauvreté ne cesse de croître. On dénombre aujourd'hui 9 millions de Français vivant sous le seuil de pauvreté. Alors, bien entendu, pour rassurer, on promet une couverture accrue, sans d'ailleurs en préciser les contours, on reste très vague.
On promet cela aux plus défavorisés qui, au final, devront tout de même souscrire un contrat d'assurance complémentaire dont les prix auront explosé au vu du transfert des remboursements depuis l'assurance maladie. En somme, détruisant la sécurité sociale et subventionnant indirectement les assurances complémentaires des agrassements aidés. Non seulement les organismes proposant des contrats dits responsables bénéficient d'avantages fiscaux, mais par la volonté de Marisol Touraine, les remboursements dans le cadre de ces fameux contrats sont plafonnés depuis le 1er janvier. Merci Madame la Ministre. Vous avez voulu de manière dogmatique frapper les professionnels de santé libéraux, manque de chance, c'est sur les patients que vous avez tapé, Madame Touraine. Madame. 100%, plus 100% de reste à charge en moyenne à l'hôpital et jusqu'à plus 130% pour les consultations chez un spécialiste. La première proposition est d'abord un engagement de fonds. Il s'agit de garantir à chaque Français un accès aux soins optimal grâce à un système de sécurité sociale qui respecte le principe fondamental de la solidarité nationale. Ainsi, je m'engage à ne pas réduire la prise en charge des soins par l'assurance maladie et je m'oppose fermement à la privatisation des dépenses de soins. Je m'engage pour une santé de qualité qui ne laisse pas sur le bord de la route les classes populaires comme les classes moyennes, les familles comme les personnes âgées. Une santé qui écoute des professionnels, ces médecins, ces infirmiers, ces pharmaciens. Et ceux qui voudront détruire, privatiser notre sécurité sociale me trouveront sur leur chemin. L'un des problèmes majeurs rencontrés par les Français en matière de santé, vous le savez, est la difficulté de l'accès aux soins qui s'est déjà fortement dégradé et qui ne devrait pas s'améliorer au cours des mois à venir. Pire encore, les nombreux départs à la retraite attendus au cours des prochaines années laissent entrevoir une pénurie de médecins, notamment généralistes, alors que les besoins augmentent du fait du vieillissement de la population. C'est pourquoi il m'apparaît capital de recruter plus de médecins. Ainsi, je relèverai dès notre arrivée au pouvoir le numerus clausus de manière à pouvoir tenir compte de la réalité du terrain, tout en donnant aux facultés les moyens de former ces étudiants supplémentaires. Je vous rappelle que nous réclamons ça depuis des années et des années. Pour sensibiliser les jeunes médecins à la question des déserts médicaux, je propose d'instaurer un stage d'internat dans une zone désertifiée. Il faut en effet tout entreprendre pour mettre fin aux déserts médicaux, ces zones de non-soins qui ne sont pas admissibles. De plus, il est crucial de redonner le goût de l'exercice libéral, qui n'attire presque plus personne en raison des contraintes qui se surajoutent année après année. Aujourd'hui, M. Fillon juge qu'il est nécessaire de relever le numerus clausus pour éviter le recours à des médecins étrangers moins bien formés. Or, il ne l'avait relevé que de manière tout à fait dérisoire lorsqu'il était aux manettes. Or, c'est de constater que son gouvernement n'avait pas pour priorité de garantir la pérennité de notre système de santé. Pourquoi s'en soucierait-il demain ? Niveau économie, je ne suis pas certaine non plus que les 19 millions de vaccins contre le virus H5N1 surnuméraire détruit en 2011 soient un bon exemple de gestion. Quid également de l'aide médicale d'État, qui promet aujourd'hui de réduire, alors qu'il a eu déjà le loisir de le faire durant 5 ans. Rappelons que le budget prévisionnel de l'AME pour 2017 s'élève à 815 millions d'euros et qu'on peut raisonnablement estimer son coût réel à 1,3 milliard pour l'année à venir, dont moins d'un dixième concerne des soins urgents. Pour éviter le dévoiement de ce système et pour enrayer le tourisme médical, qui est une réalité indéniable, je propose depuis plusieurs années de supprimer l'AME et de la remplacer par une aide restreinte exclusivement réservée aux soins d'urgence vitale et aux maladies graves contagieuses. Il est également inacceptable de constater que des ressortissants de pays étrangers laissent aux hôpitaux français des notes très salées. En 2015, plus de 120 millions d'euros de frais de santé restaient dus par des patients étrangers uniquement sur les hôpitaux parisiens. Uniquement sur les hôpitaux parisiens. On va aller voir un peu ce qui se passe en PACA. On ne va pas y avoir non plus. Ces créances doivent être recouvrées au plus vite et je m'y emploierai. Je ferai également de la lutte contre la fraude une priorité.
Pour que notre système de protection sociale soit juste, il faut que chaque Français qui en a besoin puisse bénéficier de la solidarité nationale et que les abus soient sévèrement punis. Or, le laxisme sévit dans tous les domaines. À mesure que l'on professionnalise la lutte contre la fraude, les sommes détournées, détectées, augmentent. Elles ont dépassé le milliard d'euros l'an passé. Les arrêts maladie de complaisance doivent être farouchement combattus pour que les deniers publics servent à ceux qui en ont réellement besoin. Les données collectées par l'assurance maladie doivent être analysées de manière plus précise par des équipes anti-fraude et de nouveaux dispositifs pourraient voir le jour pour rendre les abus plus difficiles. Par exemple, une nouvelle carte vitale biométrique combinée à la carte nationale d'identité. Après tout, ça serait un bon début. La vente des médicaments à l'unité permettra également de lutter contre le trafic. Au niveau national, mais également international, certains patients étrangers venant se faire prescrire des traitements coûteux en France pour les revendre à moindre coût à l'étranger. Et cela, tous les professionnels de santé le savent. Pour optimiser la gestion du système de santé et améliorer la prise en charge des patients, les ingénieurs et les entreprises innovantes françaises doivent être mis à contribution. Des dispositifs de santé connectés peuvent aider au suivi des patients chroniques, éviter des complications très coûteuses pour la collectivité et donc permettre des économies. Par exemple, le non-respect des prescriptions médicales engendre un surcoût de 9 milliards d'euros par an. 9 milliards d'euros par an. Juste en considérant les 6 principales pathologies chroniques. Les instruments de téléassistance et de télésurveillance permettent de veiller sur nos aînés vivant seuls à leur domicile afin de leur porter secours au moment adéquat. Le prix des médicaments innovants doit également être jugulé et le génériquage des molécules doit être accéléré et facilité afin de permettre des économies. Un fonds d'investissement pour l'innovation en santé sera créé en partenariat avec la BPI et les subventions aux startups innovantes seront là, conditionnées à un engagement pour l'entreprise de rester sur le sol français et de ne pas revendre les technologies à une entreprise étrangère pendant 10 ans. Les financements de la recherche scientifique, en particulier biomédicale, doivent être réévalués à la hausse afin de garantir un avenir à nos jeunes chercheurs et faire rayonner notre savoir et nos technologies sur la scène internationale. La recherche permet également de faire évoluer les modes de prise en charge. Et pour désengorger des hôpitaux au bord de l'asphyxie, la prise en charge ambulatoire peut être privilégiée lorsque l'état des connaissances de la médecine, évidemment, le permet. Nous avons un vivier de jeunes prêts à assurer ces missions et qui ne demandent qu'à travailler. Ce ne sont pas les moyens qui manquent pour remettre notre système de protection sociale en marche. C'est la volonté politique. Un changement de paradigme est nécessaire et je souhaite l'incarner. La santé et la protection sociale doivent être des priorités politiques, régaliennes, nationales, qui ne doivent en aucun cas être déléguées à des structures privées à but lucratif. Alors, que vive la sécurité sociale, vive la République et vive la France.